Je m'auto-confine tous les jours, mais jusque midi. Dès 13h commence ce que j'appelle ma mauvaise vie, mes mauvaises fréquentations, mes sorties, mes bouteilles de champagne. Donc moi, ce cycle confinement, déconfinement, festif, je l'appliquais, mais sur la journée. Donc là, il n'y avait plus que la partie dure, punition. Enfin, j'adore écrire, mais c'est très difficile. Tous les matins, je me dis, mais pourquoi je fais ça ? C'est trop dur pour moi. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là dans ce magnifique théâtre de Little Villette. On est très bien. C'est un peu intimidant, vous êtes plongé dans l'obscurité. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu en ce dimanche ensoleillé pour rencontrer Amélie Nothomb, que je salue aussi. Bonjour Amélie. Bonjour Jean. Vous êtes heureuse d'être là ? Je suis enchantée d'être là. Bon, c'est super, nous aussi. Et je dois vous avouer d'ailleurs que pour ce festival mot pour mot, qu'on a la chance d'organiser avec nos camarades de France Inter, de Télérama, de l'Obs et donc du Monde, dès qu'il a été question de qui on allait inviter, dès qu'on a commencé à réfléchir, votre nom s'est très vite imposé. Et pourquoi ? Tout simplement parce que on a pensé ce festival comme quelque chose, on l'a plutôt presque senti, c'était pas tellement pensé, c'était presque une impulsion comme ça physique. On l'a pensé comme quelque chose qui devait être une sorte de fête, de boom, de surprise party, qui vient célébrer le déconfinement, les retrouvailles entre les auteurs, les autrices, les lecteurs, les lectrices, entre tous les amis du livre. Et donc on s'est tout de suite dit, Amélie Nothomb, ça s'impose, parce qu'on connaît le lien très fort qui vous lie à vos lecteurs, non seulement à travers la correspondance, on sait que vous répondez beaucoup, que vous écrivez beaucoup, que vous recevez beaucoup aussi de courriers, aussi le lien, on verra ça tout à l'heure, parce que juste à la fin, il y aura une séance de dédicace, évidemment, on sait que vous êtes très investi à chaque fois dans ce genre de séance, et puis aussi, plus profondément, quelque part, parce que moi je l'avais déjà écrit une fois, je me souviens, quand on vous lit, vos romans sont pleins de garden party, de boom. D'ailleurs le prochain qui va s'appeler Premier Sang, qui s'appelle comme ça, il y a très vite une réception qui vient dans les premières pages, il ne faut pas divulgacher comme on dit maintenant, et donc il y a chez vous une espèce de conception de la littérature comme art de l'hospitalité, comme ça, comme si être écrivain c'était d'abord accueillir des hôtes familiers ou inconnus et se laisser bousculer par eux pour relancer un peu la langue autrement. Et donc on avait envie de vous accueillir en particulier pour cette raison-là, pour fêter ces retrouvailles. Et la première question que j'avais envie de vous poser très simplement, c'est qu'on peut donc envisager, puisqu'on peut envisager cette heure, cette matinée comme une espèce de réception que vous donnez, vous êtes chez vous ici, qu'est-ce que ça vous fait après ces longs mois, cette année même de confinement, de périodes tellement bizarres, qu'est-ce que ça vous fait de pouvoir recevoir à nouveau aujourd'hui ? Mais c'est la fête, c'est la fête. J'ai vécu ces confinements, reconfinements, re-reconfinements, mais comme une période de long désespoir. Je cherchais en vain les bons côtés. Franchement, je n'en ai pas trouvé. Je savais déjà que j'aimais rencontrer mes lecteurs. Je savais déjà que j'adorais les séances de dédicace et les rencontres de cet ordre, mais je le sais 1000 fois mieux maintenant. Quand vous m'avez appelé, je ne savais même pas à quoi vous m'aviez convié. Je ne savais pas dans quelle gueule j'entrais, mais j'ai accepté tout de suite. J'étais comme quand j'étais un tout jeune écrivain, quand j'ai publié mes premiers livres, j'acceptais tout. Puis par la suite, j'ai compris que c'était une erreur d'accepter tout et j'ai fait ma difficile et tout et tout. Moi qui pensais que c'était parce qu'elle était honorée d'être invitée par Le Monde, Télérama, l'Obs et Inter. Et puis là, je me suis retrouvée dans la peau du tout jeune écrivain qui accepte tout. Je me dis, Jean Birnbaum, il m'appelle, je ne sais même pas ce qu'il me propose. Je dis oui. Oui, même si sûr. C'est lui, je dis oui. Je rappelle que vous êtes pour moi une figure terrifiante puisque vous avez été mon boss pendant l'année 2012, puisque l'année 2012 est la seule année de ma vie où j'ai été critique littéraire pour le journal Le Monde. Donc pour moi, vous êtes une figure effrayante, une statue du commandeur. Donc je tremble dès que je vous ai en ligne, mais malgré cette peur... Je veux dire qu'elle l'a ramené moins quand elle a rendu son papier en retard. Moins. Malgré cette peur, j'ai dit oui tout de suite quand vous m'avez invité. Bon, d'accord. C'est bien, continuez comme ça.
Et bon, vous avez dit, j'ai du mal à trouver des vertus au confinement. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas un rapport assez évident et banal entre écriture et confinement? Je me souviens qu'au tout début du premier confinement, j'avais eu une femme de lettres au téléphone qui m'avait dit « Mais moi, je suis confiné depuis toujours, je me sens comme un poisson dans l'eau. » Est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous n'avez pas eu l'impression d'avoir été toujours, en tout cas en tant qu'écrivain, un peu en tant que confiné? Mais pas du tout, parce que en vérité, je m'auto-confine tous les jours, mais jusque midi. Dès 13h commence ce que j'appelle ma mauvaise vie, mes mauvaises fréquentations, mes sorties, mes bouteilles de champagne. Donc moi, ce cycle confinement, déconfinement festif, je l'appliquais, mais sur la journée. Donc là, il n'y avait plus que la partie dure, punition. Enfin, j'adore écrire, mais c'est très difficile. Tous les matins, je me dis, mais pourquoi je fais ça ? C'est trop dur pour moi. Et ensuite, je me rends chez mon éditeur où je réponds aux courriers de mes lecteurs. Bon, j'adore ça, mais honnêtement, c'est très difficile. J'ai repéré tout à l'heure, il y en a certainement plus, mais j'ai déjà repéré 4 connaissances avec qui je corresponds dans cette salle. Vous êtes évidemment des gens que j'aime profondément, mais en même temps, faut surtout pas vous imaginer que je rigole quand je réponds à vos lettres. Je prends ça très au sérieux. C'est quand même... Voilà, c'est une responsabilité, je dois être à la hauteur. Je passe mes matinées à me dire que je dois être à la hauteur de vous. Tandis que l'après-midi est pour moi un moment de dévoiement, de mauvaise vie. Et bien sûr, l'aspect dévoiement et mauvaise vie avait totalement disparu avec tous ces confinements successifs. Et là, j'ai la curieuse impression de vivre les deux à la fois. Je suis à la fois, je suis face à vous, donc face à mes responsabilités, je dois être à votre hauteur. Mais en même temps, c'est une sortie, donc c'est un moment où je veux croire que nous allons boire du champagne, où nous allons enfin avoir de mauvaises mœurs ensemble. Les deux se télescopent, c'est assez déboussolant. Pour vous, avoir de mauvaises mœurs, c'est boire du champagne? Ça commence toujours comme ça. Alors, pendant le confinement, vous avez publié une lettre à votre père, qui a été d'ailleurs diffusée et lue sur France Inter, puisque votre père est mort au premier jour du confinement. Et ça rejoint, si j'en parle, c'est parce que ça rejoint la question de la fête. Même dans cette lettre-là, vous parlez de la fête. Vous dites, toi, tu n'aurais pas supporté le confinement, vous vous adressez à lui. Tu as toujours aimé l'extérieur, les fêtes, les rencontres. Tu as toujours aimé les autres, ils te le rendent bien. Oui, donc ça a été vraiment... De père en fille, la fête. De père en fille, mais de façon très différente. C'est vrai que mon père est mort sans annoncer la couleur. Le premier jour du confinement, rien n'était fait pour que j'aime le confinement. En plus, je n'ai pas pu me rendre à ses funérailles puisque tout cela avait lieu en Belgique et que j'étais confinée à Paris. Et mon père était un grand diplomate, un ambassadeur qui, toute sa vie, en fait, dès l'instant où il a été diplomate, il recevait 1000 personnes par mois, ce qui fait que moi j'ai grandi dans une espèce de fiesta permanente. Mes parents étaient tout le temps en train de recevoir des gens. Je trouvais ça à la fois formidable et extrêmement traumatisant. J'admirais mes parents d'être capables de vivre dans cette espèce de hall de gare où ils étaient toujours prêts à rencontrer les autres, à se montrer gracieux avec les autres. Et mon statut était très étrange. Nous étions 3, une fratrie de 3. J'étais la plus jeune. Nous n'étions pas invités, mais nous n'étions pas exclus. Donc nous faisions ce que nous voulions. C'est là, bien sûr, qu'a commencé très tôt, dès l'âge de 3 ans, mon dévoiement, puisque dès l'âge de 3 ans, j'ai commencé à boire les coupes de champagne qui passaient par là. J'ai vite compris à quoi servait cette réception permanente. Mais c'était très déconcertant pour moi de voir ces gens, ces envahisseurs, et de ne pas savoir ce que moi je devais faire avec les envahisseurs. Ça n'a pas du tout fait de moi une personne capable de recevoir. Le paradoxe, c'est que je reçois finalement quand même les gens, mais sous une autre forme. Je serais incapable de recevoir des gens chez moi, je ne reçois jamais chez moi. Mais j'adore recevoir les gens sous une autre forme qui est la forme écrite. Que ce soit par des romans, en effet, je veux croire que ce sont des romans accessibles, des romans il est facile d'entrer dans mes romans. Ce ne sont pas des romans qui vous disent « Oula, vous voulez entrer chez moi, mais faites très attention, je suis illisible, vous ne comprendrez rien ». C'est tout à fait le contraire.
Idem dans les séances de dédicace. Je pense que si beaucoup de gens viennent à mes séances de dédicace, c'est parce qu'ils savent qu'ils seront bien accueillis. Je suis réellement heureuse de les rencontrer. Mais c'est là, pour moi, la seule manière... Enfin, j'adore cette manière de rencontrer les gens, mais littéralement, je suis incapable de les rencontrer autrement. En dehors de ce contexte littéraire, je suis une véritable asociale. Je ne sais pas... Avant d'être un écrivain, j'étais une personne dramatiquement solitaire et dramatiquement timide. Et quand on me retire d'un contexte littéraire, je redeviens je me qualifie moi-même de bigorneau. Si quelqu'un arrive chez moi, je me cache sous le lit. Je ne sais pas quoi faire. Alors vous avez mis en rapport cet art de l'hospitalité qui est le vôtre et que vous déployez à travers vos textes, et pas seulement, à travers aussi votre prise de parole, votre présence, vos rapports épistolaires avec vos lecteurs, vos lectrices. Et il y a cette formule biblique que vous aimez bien restituer, vous dites « si on frappe à ta porte, ouvre ». Oui. Donc chez vous, l'art de l'hospitalité, il va aussi avec une espèce d'éthique de la clarté. Hein. Vous avez dit tout à l'heure, oui. Je ne veux pas être illisible, je veux qu'on rentre dans mes livres facilement. Et ça me fait penser à quelqu'un que j'aime beaucoup, dont on a déjà parlé ensemble d'ailleurs, qui est Roland Barthes, qui lui-même avait vécu une sorte d'expérience de l'étouffement et de la claustration, parce que vous savez qu'il avait été atteint par la tuberculose tout jeune, il a été obligé d'interrompre ses études, il a vu des gens tout près de la mort, près de lui, qui était au bord de l'étouffement. Et il se souvenait souvent de cette période de claustration et d'immobilité forcée comme une période bénie où il retrouvait les sensations de l'enfance. Il disait « Depuis que je suis malade, ma vie est beaucoup plus intense, beaucoup plus chaude. Si tu veux, je prends davantage conscience de moi. » C'est dans une lettre qu'il dit ça. Et donc chez lui, et c'est là que je voulais en venir, cet art de l'hospitalité lié à une éthique de la clarté, chez lui, il y avait une manière, quelque part, puisqu'on sort de cette pandémie, on est en pleine pandémie, on sort de ce confinement lié à la pandémie, chez lui, il y avait une manière de retourner la maladie en rêverie, et le huis clos, la claustration, a été l'occasion pour lui de créer une nouvelle clarté. Est-ce que pour vous aussi, tout ça doit déboucher sur une clarté encore plus intense, parce que le mot clarté est central chez vous, dans votre écriture? Mais c'est tout à fait vrai, je ne connaissais pas cet aspect de la vie de Barthes, il me trouble beaucoup, je ne peux rien revendiquer de pareil. Mais c'est vrai que tout de même que toutes mes journées commencent par la claustration et la solitude, puisque je me lève tous les matins à 4 heures du matin. Par définition, à 4 heures du matin, on est seul. Je me lève souvent beaucoup plus tôt, jamais plus tard. Pourquoi? Pas du tout par masochisme, mais parce que c'est la bonne heure pour écrire. Je ne sais pas pourquoi il se passe quelque chose dans le cerveau à cette heure-là. Je crois qu'on a chacun son heure de créativité, mais... Quand même, beaucoup de gens ont remarqué que le petit matin comporte quelque chose de particulier. C'est pas seulement qu'on est enfin tranquille parce que tout le monde est couché, c'est que vraiment on a accès à certaines zones de son cerveau auxquelles on n'a pas accès à d'autres heures de la journée. Donc j'écris à ces heures-là. C'est très difficile, j'adore le faire, mais c'est très difficile. J'ai toujours l'impression, même si c'est le plus grand de mes besoins, que c'est tout de même... C'est tout de même un devoir et presque une pénitence, tellement c'est dur. Ça dépend des sujets, bien évidemment. Enfin, vous vous doutez bien que quand il était question de la crucifixion du Christ, enfin, quand chaque matin je devais remonter sur la croix, oui, franchement, je peux dire que c'était de l'ordre de la pénitence. Ensuite, quand ça se termine, il y a le moment du tarissement quotidien. Ça a lieu vers 8 heures du matin. Là, je revêt une tenue décente, je vous laisse juge, et... Je me rends chez mon éditeur où commence mon autre façon d'ouvrir la porte aux autres. C'est là que vous intervenez. Je lis le courrier de mes lecteurs. Rien que le lire est déjà quelque chose d'absolument herculéen. Et plus grave, j'y réponds. C'est là que je suis je suis folle de vous en parler parce que rien que de vous en parler, je devine que le phénomène va s'accentuer. Mais bon, en même temps, vous l'auriez de toute façon appris d'une manière ou d'une autre. Il va de soi que quand on a une telle attitude, ce n'est pas pour atteindre un langage abscon. C'est que, bien évidemment, on veut de plus en plus de lumière, on veut expliquer... il ne s'agit pas tellement d'expliquer les livres, même si le plus souvent, ces correspondances commencent par mes livres. Tel ou tel lecteur me dira « Tiens, tel livre m'a inspiré telle chose, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et j'aime beaucoup ça aussi. Mais le plus souvent, là où nous en arrivons, c'est précisément à vous. J'apprends à vous connaître et à vous connaître avec
une intimité et une profondeur exceptionnelles. Quand on se rencontre uniquement en réception, je pense là aux réceptions de mes parents, bon, c'était très beau, mais en fait, on n'apprend pas du tout à se connaître. On cultive une espèce d'art du langage qui ne mène nulle part, qui est très gracieux, dont je ne dirais certainement pas du mal, mais qui ne permet pas vraiment de connaître l'autre. Tandis que je crois que ce que nous faisons ensemble sous la forme de cette correspondance, il s'agit pour moi de vous connaître. C'est absolument génial, savoir mettre en clarté les gens qui se situent de l'autre côté du papier. Vous. Et vous aussi d'ailleurs, parce que... Non, moi vous répondez jamais à mes courriers. Comment ? Vous avez parlé de vos nuits. Voilà, je me réveille à 4 heures du matin, c'est le moment où il y a quelque chose dans le cerveau qui se passe et qui fait qu'on écrit mieux. Depuis toujours, vous l'avez souvent raconté, votre rapport à l'écriture très fort est lié à une forme de rapport à l'insomnie aussi, aux nuits blanches, aux nuits segmentées, saccadées, séquencées comme ça et un peu hachées aussi, depuis toute petite. Là, pendant le confinement, il y a eu des papiers partout pour dire que le sommeil était complètement perturbé, que les gens n'arrivaient plus à dormir, que tout était sans dessus-dessous dans le rapport justement à la nuit. Est-ce que vous, cette espèce de séquençage et d'emploi du temps qui est toujours le même depuis tant d'années, a été perturbé par cette période, puisque c'est lié à l'écriture aussi? Alors l'écriture proprement dite, c'est-à-dire l'écriture romanesque, n'a absolument pas été perturbée. Mais il faut dire que c'est chez moi un phénomène constant. Que ce soit la fin du monde, que je sois malade, que je sois en deuil, que j'ai le chagrin d'amour du siècle, quand j'écris mon roman, je suis dans ce que j'appelle le sous-marin de l'écriture. Je suis parfaitement inaccessible, y compris à moi-même. Ça me dépasse, mais c'est comme ça. En dehors de l'écriture romanesque, là, les choses étaient perturbé. Déjà, pendant le premier confinement, c'est-à-dire le seul vraiment dur, il n'y a pas eu de courrier. Je ne me rendais pas chez mon éditeur. Je n'ai pas reçu de courrier des lecteurs pendant 3 mois, 4 mois. Ça m'a paru terriblement long. Ça, c'était terrible. Et c'était très dur. Et en plus, ça me donnait je veux dire, de 8h à 13h, je recevais en cadeau des heures dont je ne savais pas quoi faire. Ça a été à la fois une misère et une richesse. La misère de ne plus vous avoir dans ma vie, j'en ai énormément souffert. En plus, comme vous le savez, mon père venait de mourir, j'avais encore plus besoin de vous. Bon, c'était comme ça. Eh bien, qu'est-ce que j'en ai fait ? Bon, j'ai lu encore plus que d'habitude. J'ai toujours été une énorme lectrice, mais pendant le confinement, j'ai encore plus lu. Et puis, c'est l'époque de ma vie où est arrivé le vélo. On avait le droit de sortir 1 heure par jour. Je me suis dit, il faut que cette heure de liberté, j'en fasse quelque chose de colossal, d'événementiel. Il faut marquer le coup. Une personne de cette salle, que je ne nommerai pas, m'avait fait un cadeau extrêmement déconcertant, puisqu'une personne de cette salle m'avait, juste à ce moment-là, offert un vélo. Électrique ou... Non, alors là, écoutez... Dieu préserve. Oui, un vrai vélo. Et ce vélo est devenu un personnage absolument immense dans ma vie, ce vélo que j'ai appelé... Vous lui écrivez des lettres ou... Non. Ma relation avec Rocinante est très forte. Donc, j'habite avec Rocinante. Et Rocinante, je sortais sur Rocinante et tout. J'avais aussi remarqué une chose très troublante pendant l'heure de cette sortie quotidienne. Vous savez, le périmètre se restreignait. On a vécu tout ça au début. On avait le droit de sortir un peu n'importe où, puis sur 5 km, puis 1 km. Enfin bon, je calculais chaque fois où j'avais le droit d'aller. Et puis... Bon, on était de plus en plus surveillés par la police, et je vivais ça comme une grâce, parce que finalement, les seules personnes que je rencontrais au cours de la journée, c'était la police. Et je ne sais pas pourquoi, je n'arrêtais pas d'être arrêtée par la police. Pourtant, j'avais le masque et tout, mais ils n'arrêtaient pas de m'arrêter, et j'adorais ça. Parce que c'était une rencontre. Quand ils ne m'arrêtaient pas, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils ne veulent pas me rencontrer. Et ça, en plus, quand ils m'arrêtaient, ça se passait toujours bien. Ils étaient charmants.
Il ne m'arrêtait pas du tout parce que j'étais Amélie Nothomb, d'ailleurs il ne me reconnaissait absolument pas. Il m'arrêtait parce qu'il se souciait pour moi, enfin c'était vraiment gentil. Donc ça a été ma grande période de rencontre avec la police et avec mon vélo. Ah, c'est intéressant, il y a un auteur que vous aimez beaucoup, c'est Karl Marx, qui dit toujours que la conscience est déterminée par l'existence, que l'existence détermine la conscience. Et donc il y a beaucoup d'écrivains ou d'intellectuels qui ont raconté comment, par exemple, la question de la marche, de la mise en mouvement du piéton chez Rimbaud, etc., avait une conséquence, était motrice au sens propre dans le rapport à l'écriture. Est-ce que vous, puisque vous nous parlez de cette découverte amoureuse, cette passion que vous avez maintenant pour votre vélo, est-ce que vous avez vu une quelconque influence ou un effet de ces virées à vélo sur votre écriture ? Oui, alors, je pratique la digestion lente. Donc, ça ne fait somme toute qu'1 an et 3 mois que je suis cycliste à haute dose. Je ne me déplace plus qu'à vélo dans Paris. Si vous voyez un vélo fou, parce que c'est vrai que je ne roule pas très bien, il faut quand même le dire aussi. Je roule régulièrement en état d'ébriété. J'ai remarqué que je roulais mieux quand j'avais bu du champagne. Donc... j'en suis encore au début de ma carrière de cycliste, mais forcément, ça va avoir une influence sur ce qui me tient lieu d'œuvre, mais je ne peux pas encore vous dire en quoi. Je pense que dans 10 ans, nous verrons mieux en quoi le vélo a pu influencer ce que j'écris. Est-ce que vous avez aussi découvert, à l'occasion de vos rencontres avec la police, cette chose qu'on appelle l'alcotest, hein ? Non, je crois qu'ils ne se sont pas rendus compte. Ah bon. Donc vous cachez bien votre jeu. Je cache bien mon jeu. D'accord. Alors vous avez parlé tout à l'heure vous avez dit quoi qu'il arrive, que je sois en deuil, que je sois malade, etc. Je travaille. Et bon, puisqu'on est dans cette période où la question de la maladie a été de plus en plus centrale dans la vie et dans le rythme quotidien de chacun et de chacune, je voulais vous interroger sur cette question sur le rapport de la maladie et de l'écriture. Vous savez que il y a beaucoup de philosophes ou d'écrivains qui ont dit que finalement on ne commençait à penser vraiment la vie que quand la vie déraille, que quand la vie tout d'un coup s'effondre, ou en tout cas est perturbée notamment par la maladie. Et je me souviens que, puisque moi c'est mon métier de citer des livres, donc je cite des livres, un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Jacques Derrida, il était très malade à la fin de sa vie, et il avait un rapport, il disait un peu comme vous dites souvent que le but de votre écriture c'est une jouissance sans entrave, qu'il n'y a rien qui puisse arrêter la jouissance de l'écriture et que l'écriture est une jouissance qui doit être illimitée. Et lui disait que, quelque part, son rapport à la philosophie, à la pensée et à la vie était complètement réorienté et presque rehaussé par la maladie qu'il était en train de vivre. Et il avait cette formule, il disait « Jouir et pleurer la mort qui guette, pour moi, c'est la même chose ». Est-ce que ça vous parle ? Ça me parle énormément. C'est clair que ce que j'écris est en rapport avec la mort. Ce rapport n'est pas toujours évident. Il l'est parfois, au contraire, très clair. Mais c'est évidemment que la prise de conscience de la mortalité est à la base de l'écriture. Orphée est à la base de l'écriture. Orphée, qui est à la fois poète, musicien, et le premier personnage qui a été capable d'aller aux enfers et d'en revenir. Il y a une connexion très profonde entre la mort et l'écriture. Je suis obsédée par la mort depuis toujours, je le suis de plus en plus. Je pense que ça a un énorme rapport avec le fait que j'écrive. Je n'ai pas encore eu beaucoup de relations avec la maladie, mais je vous rassure, ça va certainement s'arranger. Je ne rajeunis pas, donc tôt ou tard, je vais devenir très malade et sûrement que mon œuvre en profitera beaucoup. Mais est-ce qu'en tant qu'écrivain, vous n'êtes pas déjà malade ? C'est-à-dire, est-ce que finalement, tout écrivain, et là je reprends aussi des sortes pas de clichés, mais des choses qui ont beaucoup couru à travers la littérature, est-ce que tout écrivain, pour être écrivain, ne doit pas commencer par se mettre en danger, par détruire ses propres défenses immunitaires ? C'est certain. Je pense que ce n'est pas un hasard si j'ai commencé à écrire à 17 ans. La dernière chose que j'ai faite avant d'écrire, c'est une anorexie, mais au finish, quoi. Pas une petite anorexie, une grosse anorexie, vraiment, où j'ai risqué ma vie, où j'ai failli mourir, vraiment où il a fallu un temps fou pour que je parvienne à nouveau à m'alimenter. Comme par hasard, juste au moment où je recommence à m'alimenter, à ce moment-là arrive l'écriture. Donc c'est forcément en rapport avec ça. Mais bon,
Malheureusement, j'ai quand même guéri mais provisoirement, rassurez-vous, ça va s'arranger. Et alors cette question de la clarté, parce que elle est aussi liée à celle de l'enfance. Il y a un auteur qu'on a en commun, j'ai apporté une anthologie de ses textes, c'est cet auteur chrétien, royaliste, qui s'est retourné contre son propre camp au moment de la guerre d'Espagne, qui s'appelle Georges Bernanos, et d'ailleurs, dont j'ai découvert tardivement, parce que je ne suis pas au courant de tout vous concernant, que vous lui aviez consacré votre travail le plus élaboré à l'université. Et Bernanos confondait cette quête de simplicité, en tout cas de clarté qui est la vôtre, et qui était aussi la sienne, avec une manière de renouer avec une forme d'esprit d'enfance. Vous, comment est-ce que vous y travaillez très concrètement dans l'écriture ? Oh, il s'agit vraiment de raboter ces textes au maximum. Je suis en effet très insomniaque. J'ai tendance à écrire mon véritable premier jet pendant l'insomnie qui précédera le matin d'écriture. Ce premier jet, c'est une poussée qui apparaît vraiment dans le cerveau. Et une fois qu'on a ce premier jet, il s'agit de le raboter. Il s'agit d'en enlever tout ce qu'on peut en enlever. Et ça fait beaucoup. Et voilà, je veux croire que quand il atterrit sur le papier, il a atteint le maximum de sa clarté. C'est un idéal stylistique énorme. Bon, je viens du pays de Tintin. Tintin, c'est la ligne claire. Tintin, c'est la bande dessinée la plus claire qu'on ait jamais faite. Il n'est pas possible de ne pas comprendre Tintin. J'aimerais bien que mes livres soient aussi clairs que Tintin. J'espère qu'ils le sont. Je m'applique à faire cette même ligne claire dans mes écrits. Quant à Bernanos, alors le mémoire que je lui ai consacré était un mémoire de stylistique. Et j'ai défini un nouveau thème stylistique qui était l'intransitif et l'intransitivité. À la base, c'est le régime des verbes. Il y a des verbes transitifs, les verbes intransitifs. Et j'avais cru remarquer, et tout mon mémoire traitait de ça, que Bernanos, chaque fois que c'était possible, supprimait le complément d'objet direct, ou alors faisait le contraire, c'est-à-dire qu'il mettait un complément d'objet avec des verbes intransitifs. Donc il avait carrément inversé les transitivités, ce qui évidemment fait un effet stylistique très fort. Le verbe transitif qui s'arrête là, je prie, c'est pas ce qu'on prie, et le verbe intransitif qui au contraire ouvre une brèche sur l'inconnu. Ce n'est possible évidemment que dans la plus extrême clarté, parce que si vous vous perdez dans les adverbes et les adjectifs, personne ne remarquera votre régime du verbe. Alors on parlait d'enfants, il y a un livre magnifique de Bernanos que j'aime beaucoup qui s'appelle Les enfants humiliés. Et dans ce livre, il y a un passage très beau où il fait une sorte d'autoportrait de l'écrivain en ménagère de plus de 50 ans. Il parle d'une servante qui servait comme ça une famille très riche. La famille est partie et des gens ont racheté la maison et ont gardé la servante, les meubles, etc. Mais passé avec le mobilier aux mains d'héritiers sans scrupules qui se mirent à mener ce qu'on appelle une drôle de vie. Peut-être qu'ils buvaient du champagne, des choses comme ça. Enfin, une drôle de vie, vous connaissez. Et donc, il dit que la vieille bonne finit par quitter cette maison désormais mal fréquentée. Et il a cette phrase. Alors, elle a retiré ses 4 sous de la caisse d'épargne et elle est partie avec un énorme paquet de linge à repriser, des chaussettes à ravauder. Donc chez lui, il y a vraiment l'idée que cette quête de simplicité, elle passe toujours par une volonté de soustraire le langage à ceux qui l'ont mis en pièces, à ceux qui l'ont mis sans dessus-dessous, à ceux qui l'ont vidé de sa substance. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous aimez cette métaphore de l'écrivain en vieille servante qui cherche d'abord, dans sa quête de simplicité, à raccommoder les chaussettes du langage ? Mais c'est sublime, et vous savez que c'est tellement vrai que, à la lettre, qu'est-ce que j'ai fait avant que le taxi vienne me chercher Je faisais le ménage. Bah oui, j'avais fini d'écrire, il était 8h du matin, on est dimanche. Moi, le dimanche, je fais mon ménage. Donc, je suis aussi la servante dont vous parlez, c'est aussi moi. C'est très important de faire son ménage soi-même. Je pense que c'est même la moindre des choses. J'ai toujours été outrée par les gens qui faisaient faire leur ménage par une femme de ménage. Pourquoi ils ne font pas leur ménage eux-mêmes ? C'est quand même pas difficile. Et puis
Voilà, mais pour en revenir au langage, mais évidemment, alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que le langage est tellement en péril? Je pense que nous vivons un attentat du langage par la langue de bois. La langue de bois, qui est à la base le langage des politiques, est en train de gagner à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement c'est pas seulement la novlangue, c'est plus grave que ça. C'est un appauvrissement considérable, par exemple, des verbes. Je parlais tout à l'heure des verbes et des régimes des verbes chez Bernanos. Ce n'était évidemment possible que si le verbe est fort. Mais le langage qui découle de la langue de bois est un langage où le verbe devient considérablement faible. Déjà, des verbes, il n'y en a presque plus. Les verbes utilisés par la langue de bois, c'est aimer, adorer, être ou faire, ou avoir. Tous les autres verbes disparaissent et sont injectés dans le substantif. Donc on ne construit plus une maison, on procède à la construction de la maison, on fait la construction de la maison. Et quel est l'intérêt politique de la langue de bois? C'est que ça devient une langue inattaquable. Une langue dont la valeur de vérité n'est pas située dans le verbe est une langue dont on ne peut pas savoir si on nous raconte quelque chose de vrai ou de faux. Oui ou non, est-ce qu'on l'a construit, cette maison, finalement? Si on procède à la construction de la maison, personne ne sait très bien si on l'a construit ou non, cette maison. Donc, pour moi, un des buts moraux, et au-delà même de la morale, un des buts de vérité de l'écrivain, c'est de parler à nouveau une langue qu'on puisse qualifier de vraie ou de fausse. Donc, une langue où le verbe va être extrêmement fort. Est-ce que c'est une réponse à votre question? Oui. Mais j'aime bien laisser des silences aussi pour que vous puissiez reprendre si quelque chose. Par ailleurs, rabauder mes chaussettes, j'ai déjà essayé 1000 fois, j'en suis pas capable par contre. Mais j'ai essayé. Et vous pensez qu'on peut être un écrivain authentique sans savoir rabauder les chaussettes? Écoutez, je porte toutes mes chaussettes sans trouer. Mais c'est pas grave. On n'a pas aujourd'hui, évidemment. J'ai observé que les trous des chaussettes ne se faisaient jamais au même endroit. Donc le truc que je vous donne, c'est qu'il faut toujours porter deux chaussettes l'une sur l'autre, parce que remarquez que les trous ne se chevaucheront jamais. Surtout l'été, c'est pratique l'été, quand il fait bien chaud. Ou alors de ne pas porter de chaussettes, bien sûr. Juste avant que ça commence, Amélie Nothomb me disait il faut qu'on parle d'autre chose que de livres, de littérature. C'est pour ça que je mets le paquet sur les chaussettes. Moi, je ne fais qu'obéir à une injonction inaugurale. L'esprit de clarté, on disait tout à l'heure, c'est aussi l'esprit d'enfance. Tout vient de là chez vous dans les insomnies fondatrices, etc. Et vos livres sont pleins d'enfants qu'on accable parce qu'ils sont trop beaux, parce qu'ils sont trop laids, peut-être dans le prochain livre parce qu'ils étouffent. Parce qu'il y a de la tuberculose. Je parlais de Roland Barthes et de sa tuberculose. J'ai toujours été positive à la tuberculose. C'est mon unique lien avec Roland Barthes, je pense. Non, il y en a tant d'autres. Et donc, dans votre prochain roman, la tuberculose est centrale, la question des enfants. Oui. Est-ce que ça m'a fait penser que dans la période actuelle, est-ce que pour vous, ce qui a étouffé ou ce qui étouffe peut-être encore, c'est justement ce que Bernanos appelait un certain esprit d'enfance avec ce confinement? Parce qu'on a beaucoup parlé de la jeunesse qui étouffe, de la jeunesse brisée, etc. Est-ce que cet esprit d'enfance dont Bernanos disait que c'était tout sauf une naïveté, que c'était en fait une lucidité supérieure, est-ce que pour vous quelque chose a été heurté de tout ça dans cette période? J'espère que non. Je ne suis pas assez au courant. Je n'ai pas d'enfants, je ne connais pas assez d'enfants. Je suis bien évidemment épouvantée chaque fois que je pense aux enfants aujourd'hui, parce que je ne sais pas ce que c'est qu'une enfance dans l'ère post-Covid. Ça fait peur. Mais en même temps, je me dis que j'ai certainement tort, que l'esprit d'enfance doit être plus fort que ça, que si ça se trouve, les enfants se rient du masque, trouvent ça tordant, ils voient un jeu de plus. Je veux croire que c'est vrai. J'avoue que je suis très heureuse, pour le coup, je suis très heureuse de ne pas être jeune, de ne pas avoir vécu ma jeunesse dans l'époque post-Covid, de ne pas avoir vécu mon enfance dans cette période. Et j'espère de tout mon cœur que je me trompe et qu'en fait, ça n'aura aucune influence sur la jeunesse et sur l'enfance. Mais je ne vois pas comment ça pourrait ne pas en avoir, mais je manque peut-être singulièrement d'imagination. Espérons pour le coup que j'en manque.
La question de l'enfance, c'est aussi la question de la langue. Vous avez souvent raconté que vous aviez 2 langues maternelles, la langue française, la langue japonaise aussi, puisque vous êtes né, vous avez grandi comme ça dans une espèce de nappe de langage japonais. Et en même temps, d'un coup, le japonais s'est évaporé. Vous ne me parlez pas du tout, vous n'avez pas de... Oui. Et allez-y. Mais c'est ça qui est fascinant, c'est que le japonais est ma langue fantôme. On ne peut pas dire qu'il est totalement disparu. Chaque fois que je suis retournée au Japon depuis mon enfance, j'ai toujours senti qu'il revenait, mais comme une marée qui remontait et qui mettait du temps à remonter. Donc je passe ma vie à oublier cette langue et je sais pourtant qu'elle est là. C'est ma langue fantôme, je sais qu'elle m'influence même quand je n'en ai pas conscience. Il y a des éléments de parler japonais dans mon parler dont je ne suis pas consciente, mais dont parfois je prends brutalement conscience. C'est certainement une très grande richesse d'avoir une langue fantôme parce que quand j'écris, je sais aussi que parmi les forces qui m'animent, il y a cette langue dont je sens la présence et qui exprimerait probablement mieux ce que j'ai à dire et qui m'influence probablement. Je parlais tout à l'heure du régime des verbes. Le verbe en japonais est très fort puisque le verbe en japonais est toujours rejeté à la fin de la phrase. Donc le verbe est l'objet d'un suspense colossal. On est bombardé d'informations, mais sans savoir, mais qu'est-ce qu'on est en train de me raconter ? Il faut atteindre la fin de la phrase pour tout à coup savoir « Ah, mais en fait, elle l'a assassiné », puisque le verbe, c'était « assassiner ». Donc chaque phrase est un suspense énorme qui pivote sur le verbe. Le verbe, par définition, ne peut pas être faible en japonais. Et en même temps, pour un écrivain, je me souviens de passage, pardon, je cite tout le temps des auteurs, parce que c'est mon métier, je me souviens d'un passage très beau où la philosophe Hannah Arendt dit qu'elle est réfugiée, vous savez, ces textes magnifiques sur les réfugiés qui s'appellent « Nous autres réfugiés », et elle explique comment pour elle et pour les autres, la langue est la seule patrie, et que finalement, pour tout écrivain, la langue est la seule patrie. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'une de vos forces, une des forces de votre écriture, c'est que peut-être, d'une certaine manière, votre seule langue, c'est-à-dire votre seule patrie, est une langue oubliée ou une langue fantôme ? C'est très probable, et ça expliquerait mon côté apatride, mon côté aussi très adaptable et en même temps foncièrement mal à l'aise, comme peut l'être une personne viscéralement apatride. Oui, je suis une personne déplacée, j'en ai le statut politique. Je n'ai jamais les papiers qu'il faut. Je vis en France, je n'ai pas la Sécu. Je vais en Belgique, je n'ai pas la Sécu non plus. Je suis un petit peu à la merci de ce qui passe. J'ai un côté très réfugié politique. Mais la police ne vous demandait pas vos papiers quand vous baladiez ivre à vélo ? Alors je donnais la carte d'identité et souvent ils disaient « Ah !» Donc l'air de dire « On a compris, c'est un peu l'idiote du village, mais on sait pourquoi. » Ouais, ça veut dire quand même que vous avez vos papiers sur vous. J'ai tendance à respecter la loi. Et vous respectez aussi beaucoup vous l'avez dit, vos correspondants, dont certains et certaines sont présents ici. Ce rapport à la lettre qui est central chez vous, il m'a fait penser à un autre passage de Roland Barthes, vous savez, dans Les Fragments d'un discours amoureux. Oui. Ce texte qui a été aussi non seulement un chef-d'œuvre, mais un best-seller, où il parle de la lettre d'amour, de la carte postale et de la lettre d'amour, et où il dit que finalement, au fond, au cœur de cette lettre, il y a toujours une sorte de vide sublime, c'est-à-dire qu'à la fin des fins, la seule chose qu'on écrit dans une lettre d'amour, c'est pas tel ou tel propos précis, ou tel argument, ou telle émotion, c'est une seule et unique phrase, dit-il, c'est « Je n'ai rien à te dire, sinon que ce rien, c'est à toi que je le dis ». C'est tellement sublime ce passage-là, et c'est exactement ça. Et est-ce que c'est la même chose avec vos correspondants Est-ce que ce n'est pas ce que je vous écris à longueur de lettres ? C'est vrai, hein, parce que je sais que ça excite beaucoup la curiosité des gens qui disent « Mais vous correspondez, mais à quelle fin ?» Il n'y a évidemment aucune fin. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faut vous écrire ? Personne ne le sait, moi non plus. Et qu'est-ce que vous répondez ? Alors je le sais encore moins, à mon avis, pas grand-chose. Et pourtant, tout cela est absolument essentiel, parce qu'en effet, ce rien, c'est à chaque personne que je le dis, et c'est un rien différent à chaque fois. C'est un rien qui est tout entier dans la relation très particulière que j'ai avec chaque individu qui m'écrit.
un rien qui sonne différemment. Et comment vous avez fait? Parce que quand vous avez dit pendant 3 mois, j'ai pas reçu de lettre de quiconque, comment vous avez fait pour rattraper tout ce retard? C'est pas facile. Dantesque. C'est pas seulement la masse de travail, c'est aussi comment est-ce qu'on s'adresse dans l'après-coup et dans le retard. Enfin, c'est pas du tout le même ton et le même geste de rattraper du courrier. Ça a été très dur. Ça a été très dur, mais je crois que j'ai le pied marin parce que je me suis jetée dans une espèce de Niagara de courrier. Et peu à peu, j'ai retrouvé les marques et les masques, oui. Puis bon, nous avions tous vécu un peu la même aventure, en ceci que je disais, voilà comment ça s'est passé pour moi, comment ça s'est passé pour vous. Donc voilà. Et tout le monde devait C'était fascinant, on s'est tous raconté ce qu'avait été ce confinement. Et c'est vrai que là, je me suis rendu compte que la plupart des gens l'avaient très très bien vécu, le premier confinement. Beaucoup mieux que moi, en fait. Enfin, matériellement, c'est quasi impossible. Si vous avez vu le nombre des lecteurs et des lectrices qui sont les vôtres, j'imagine qu'il y a de plus en plus de gens qui vous écrivent. Vous répondez à tout le monde et comment vous faites? Je réponds à 9 lettres sur 10. C'est colossal. Et la 10e, qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Alors, je ne réponds pas à ce que je trouve impoli. Et je m'applique évidemment à grandir la notion de grossièreté et d'impolitesse pour y inclure le maximum de choses. Et dans la grossièreté, j'inclus un excès de bêtise. On a le droit d'être bête, je le suis certainement aussi, mais bon, même dans la bêtise, il faut garder une limite. Donc quand j'estime qu'on a dépassé non seulement les limites de la grossièreté, mais les limites de la bêtise, ça devient la 10e lettre, c'est à laquelle je ne réponds pas. Il y a une dernière chose que je voulais aborder avec vous, parce que finalement votre propos il est fort, il est rarement politique. On vous entend rarement aborder des choses frontalement politiques, parce que vous voulez vous conserver votre domaine, il est d'abord littéraire. Et vous avez abordé quand même dans Le Monde, dans une interview, pour la première fois, un sujet qui a aujourd'hui des résonances très politiques, qui en a toujours eu, mais particulièrement en ce moment, c'est la question du viol. Vous avez raconté à Annick Cogent dans Le Monde que vous aviez vécu un traumatisme extrêmement violent quand vous aviez 12 ans, je crois, un viol, et que finalement vous en aviez très peu parlé, mais qu'il était fondateur pour tout un tas de choses, et notamment pour votre rapport à l'écriture. Alors, la question qui se pose, c'est avec tout ce qui s'est passé, parce que là, aujourd'hui, on célèbre une forme de libération, le déconfinement, le retrouvail des lecteurs et des auteurs, des lectrices, des autrices, etc. Est-ce que, quelque part, ce qui s'est passé avec MeToo, c'est-à-dire une libération de la parole sur ces questions, comment vous avez vu tout ça? Et parce que je ne vous ai pas entendu vous exprimer là-dessus. Peut-être que c'est le cas et que je n'ai pas tout en tête. Je me suis un petit peu exprimée là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous dire? Globalement, je trouve ça extrêmement positif. C'était indispensable. Ce n'est pas un hasard si ça a eu lieu, c'était indispensable. La toute première fois que j'ai abordé cette question, c'était en 2004, dans un livre qui s'appelle Biographie de la faim, qui est un livre autobiographique, dans lequel je raconte cet épisode combien important et douloureux. Je lui consacre exactement un paragraphe grand comme ça. Donc c'est le moins qu'on puisse dire, c'était que c'était discret. Et j'ai été absolument épouvantée par les réactions des gens. Je ne m'attendais à aucune réaction particulière, j'aurais très bien compris qu'il n'y ait aucune réaction, mais ce n'était pas ça qui s'est produit. Un très 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 important critique de mon pays a consacré un article dans le principal quotidien belge, dans lequel il commentait ce passage en disant « Amine nous raconte qu'elle a été violée à l'âge de 12 ans. Si ce n'est pas vrai, c'est bien trouvé. » Je rappelle que la personne qui écrivait ça n'était pas un esprit vulgaire, c'était quelqu'un de très intelligent et de très cultivé. C'est horrible. Le peu de commentaires qu'il y a eu étaient à l'avenant. Un monsieur fidèle correspondant, esprit distingué, me dit « Je suis extrêmement déçu par votre livre. Vous racontez une scène clé de votre vie. Et des détails, s'il vous plaît. »
je n'en suis pas revenue. Je le répète, je n'attendais aucune réaction. J'aurais très bien compris qu'on ne me dise rien. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Il n'y a rien à dire. Hein. Mais ça, quand même, je me suis dit, mais c'est fou. Mais comment ose-t-il? Comment ose-t-il? Je ne demande pas qu'on ait pitié de moi. Je ne demande rien. Mais ça, c'est pire que des insultes. Donc, ce n'est pas suffisant ce qui m'est arrivé. Il faut qu'on enfonce le clou. Il faut déjà qu'on doute de ma parole ou qu'on trouve que c'est vraiment une pirouette extraordinaire. Ou alors qu'on exige des détails, que je me raconte bien comme c'était horrible et tout. Je me suis dit, mais et je le répète, ce n'étaient pas des gamins qui m'écrivaient ça, c'était des esprits éminents. Là, je me suis dit, mais surtout, je ne dirai plus rien sur ce sujet parce que ça m'a suffi. Et bon, sinon, dans le reste, ma famille, par exemple, le même silence. Surtout, là, ne croyez pas que j'attaque ma famille en disant ça. Je le répète, c'est vrai que ce silence avait quelque chose de traumatisant. Mais d'abord, je préfère le silence de loin aux réactions que j'ai décrites il y a 3 minutes. Et puis, je le répète, je ne sais pas ce qu'il faut dire en pareil cas. Je ne sais, le silence, ça fait mal, mais qu'est-ce qui vaut mieux? Et puis, il y a eu Annick Cogent, MeToo, tout ça, et puis c'est ce nouvel entretien où j'ai reparlé des choses. Là, c'était 2016, 2017, donc après MeToo. Les réactions ont été mais considérablement différentes. Les réactions ont été humaines. Là encore, il ne s'agissait pas d'apitoyer les gens, mais enfin, les gens réagissaient de façon humaine. Ils disaient, mais c'est horrible, il vous arrive un truc affreux, en fait. Donc les gens, entre-temps, avaient été éduqués. Je suis désolée, mais cette éducation était nécessaire. Donc, à côté de ça, peut-être que MeToo va trop loin, peut-être que MeToo fait des erreurs, sûrement, comment pourrait-il en être autrement? Mais cette éducation était indispensable pour qu'il n'y ait plus jamais des esprits éminents qui aient des réactions aussi infectes que celles qu'il y avait auparavant. Si moi j'ai eu droit à de telles réactions, je n'ose même pas imaginer les réactions des autres personnes. Somme toute, j'étais quand même quelqu'un de privilégié, j'étais un écrivain pour qui les choses se passaient bien. Mais si même un écrivain pour qui les choses se passent bien est traité comme ça, il ne faut pas demander comment ça se passe pour les autres. Très bien. Merci beaucoup. Bah, écoutez, je voulais qu'on aborde cette question. J'avais dit que c'était une réception, etc. Mais dans les réceptions, c'est comme chez vos parents, on peut aborder toutes sortes de sujets, y compris les plus forts et les plus graves. Et donc, il nous reste un petit quart d'heure pour discuter tous ensemble. Je pense qu'il y a des micros qui sont disponibles. Merci pour votre écoute. Très, très belle, très, très forte, et pour votre présence. Et je pense que voilà, maintenant on vous voit là, c'est super, c'est mieux même. Si vous avez des questions, des interventions. Ah, et maintenant je vois de plus en plus de visages qui apparaissent. C'est pas facile de prendre la parole après vos derniers mots, mais on va laisser. Prenez votre temps. Il ne faut pas m'en vouloir aussi. Avec le masque, je mets plus de temps à reconnaître les gens. Mais je finis toujours par y arriver. Oui. Bien sûr. Merci. Prenez le micro pour qu'on vous entende bien. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bravo et merci tout d'abord pour votre travail. Merci. J'avais une question concernant le processus d'écriture. Est-ce qu'il y a un moment clé, un déclic, quand vous écrivez, vous avez le recul de vous dire ce que j'écris me convient et bien, ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait progressivement au fur et à mesure de l'écriture? C'est une question terrible. Je suis ma première lectrice. Toute personne qui écrit sait combien il est terrible de se relire, de prendre conscience de ce qu'on a écrit. C'est probablement ce qu'il y a de plus dur dans ce métier, au demeurant très dur. C'est de prendre conscience de l'immensité de son échec, de l'immensité du passage à côté, ou parfois, miraculeusement, tout à coup, on se dit, tiens, mais en fait, c'était ce que je voulais dire. En fait, le bon son est atteint, c'était exactement le son que je voulais atteindre. Travailler cette lucidité-là, c'est vraiment... C'est 95% du travail.
Je publie à peine le tiers de ce que j'écris. Je suis en train d'écrire mon 102e manuscrit, je m'apprête à publier mon 30e roman. Ça passe évidemment par un nombre d'échecs colossal, selon qu'on accorde un nombre ou un échec. Voilà aussi une grande chose qu'il faut dire aux gens qui écrivent. Surtout, n'ayez aucune peur de l'échec. L'échec est indispensable et l'échec est inévitable. Forcément, si vous écrivez, vous n'allez pas réussir tous vos manuscrits et c'est pas grave. Dans mon expérience, il faut atteindre une certaine distance par rapport à ce qu'on écrit pour que la relecture ait un sens. La relecture qu'on pratique pendant l'écriture du livre est certes indispensable. Dans mon cas, elle est toujours catastrophique. Quand je me relis en cours d'écriture, à chaque fois, je suis prise à la gorge, mais par un sentiment d'épouvante et de dégoût extrême. Heureusement, maintenant, j'ai l'habitude. Je me dis, mais c'est absolument répugnant. Mais bon, maintenant, je sais, c'est normal. L'odeur de moi est tellement prononcée que comment voulez-vous que je ne sois pas prise à la gorge? Donc, la bonne technique consiste, quand le manuscrit est fini, à le laisser reposer pendant quelques mois, le temps que ça ne sente plus rien. Quand ça ne sent plus rien, vous pouvez alors le relire et vous faire une idée de savoir, tiens, non, franchement, là, pas du tout, ma pauvre fille, ou tiens, là, je crois qu'on y est plus ou moins. Donc, il y a les deux relectures, l'indispensable relecture en cours de forcément catastrophique. Je dirais même que si vous aimez votre texte à ce moment-là, c'est suspect. C'est probablement ce qu'il y a le plus difficile dans le métier d'écrivain, c'est supporter de se haïr à ce point. La relecture qu'on pratique est associée à une telle répugnance que survivre à ça, c'est que vous êtes costaud. Je pense avoir... Est-ce que ça répond à votre question? Parfaitement, merci. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? Ah oui, au premier rang. Bonjour. Comment allez-vous, Benoît? Bonjour Jean, bonjour Amélie, merci. Je rebondis justement, ce n'était pas ma question initiale, donc j'en poserai deux. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Est-ce que justement le fait d'avoir laissé reposer 30 ans, vous avez relu votre premier roman publié et vous avez un avis sur ce premier roman? Et parallèlement, ma question initiale était, vous avez énormément lu pendant cette période de confinement puisque vous ne pouviez pas écrire. Est-ce que vous avez découvert de petites pépites à nous conseiller, puisque mine de rien, Jean nous en conseille beaucoup dans le monde des livres, et merci, mais tant qu'à faire, autant en profiter. Merci Amélie. Merci Benoît. Je ne relis pas mes premiers... Non, je ne l'ai pas relu. Pas du tout par dégoût, mais j'ai de bonnes relations avec mes anciens enfants, ça se passe bien. Pourquoi est-ce que j'irais les relire ? Par narcissisme, par autosatisfaction. Je me souviens assez bien d'eux, donc je n'en vois pas tellement la nécessité. Ils poursuivent leur vie, ils sont grands maintenant. Donc voilà, je préfère découvrir d'autres auteurs. Et oui, alors, j'ai énormément lu pendant les confinements successifs, mais je pense que le plus grand moment de lecture, ça a été pendant le premier confinement, où j'ai décidé de lire ou relire tout Victor Hugo. Bien m'en a pris. D'abord parce que j'ai découvert des textes de Hugo que je ne connaissais pas et qui étaient extraordinaires, tels que Claude Gueux, Les Travailleurs de la mer, etc. Mais le plus grand moment, ça a été de relire un livre que j'avais lu quand j'avais 9 ans, qui était Les Misérables. Et j'en avais gardé un éblouissement profond, mais comme j'ai eu raison de le relire, parce que je me suis rendu compte que je n'avais rien compris. Que c'est pas pour rien que c'est... Quel bouquin, mais quel chef-d'œuvre absolu! Et pas du tout, quand j'étais petite, je disais « Ah, Jean Valjean, il est formidable, Cosette, elle est bien, et tout. » Là, j'ai enfin compris, pas du tout, je n'y étais absolument pas. C'est quoi le monument des Misérables? Mais c'est Javert, qui est un personnage énorme. La scène de la prise de conscience de Javert, qui est un cas de préméditation absolument insensé de la part de Hugo. Sur une telle distance, il fait tout pour préméditer la prise de conscience de Javert. Et c'est un moment tellement énorme.
quand je le relisais, mais j'étais dans un état, mais je me disais, mais on n'a jamais écrit quelque chose d'aussi grand que ça, que la prise de conscience de Javert, de l'erreur de toute sa vie. Et bon, vous le savez, hein, qui se suicide, le moment où Javert va se jeter dans la Seine, mais quel chef-d'œuvre absolu! Et j'avais pas remarqué ça quand j'avais 9 ans, en effet. Donc en fait, je n'avais rien compris du tout. Mais ça va pas de spoiler Les Misérables comme ça. Est-ce qu'il y avait il nous reste quelques minutes, 5 minutes. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour que tous les personnages, finalement, qui sont les gens qui vous écrivent, pourraient être mis en scène par vous ou pourraient constituer, de façon anonyme évidemment, mais... Alors, dans une certaine mesure, ça a déjà eu lieu. Il y a des livres qui m'ont entièrement été inspirés par des correspondants. Même un cas où j'ai révélé l'identité de la correspondante, puisque Petroni m'a été entièrement inspiré par l'écrivain Stéphanie Hochet. Justement, une camarade de Beuvry, comme vous l'appelez. Une camarade de Beuvry que j'ai connue par correspondance. Donc à la base, je vois plusieurs correspondantes dans la salle. Donc vous voyez, ça peut aller très loin. Hein. On peut devenir camarade de Beuvry, puis s'entre-assassiner, puisque ceux qui ont Robert des Noms Propres, idem. La chanteuse Robert, je l'avais connue par correspondance. Elle est devenue, elle aussi, m'a inspiré tout un roman. Il y a une forme de vie raconte une correspondance imaginaire avec un lecteur. Donc celle-là, forcément, n'a pas existé, mais elle est traversée de beaucoup de témoignages de correspondances existantes avec des lecteurs dont je ne révèle évidemment pas l'identité, je ne ferai jamais ça sans l'accord de quelqu'un, c'est évident, mais qui peuvent, eux, se reconnaître. Donc c'est vrai que mes correspondants peuvent devenir... C'est pas le but, hein, je le répète, je n'ai pas de but quand je corresponds. C'est réellement un acte désintéressé. Mais c'est un cas de grâce concomitante. La grâce concomitante signifie que quand on pratique un acte de manière totalement désintéressée, cet acte peut vous remercier au centuple et vous irriguer. Vous pouvez être touché par la grâce à la condition d'être totalement désintéressé. J'ai souvent eu des cas de grâce concomitante, grâce à vous, bien sûr. Merci. Ça fait très un dernier verre. Un dernier verre, mais on ne boit pas, là. Il n'y a rien à boire. Je sais de quoi vous parlez. Bah oui, je regrette pour vous. Enfin, je vous plains. Vous dites que vous écrivez tous les jours. Est-ce que ça ne pose pas un problème quand vous partez en vacances ? Non, alors en vacances, j'écris tout autant, quelles que soient les vacances. J'ai parfois des vacances très musclées, j'écris tout autant. Il y a toujours moyen d'écrire. Je suis devenue un écrivain tout-terrain par la force des choses. Il y a toujours moyen de se réveiller avant l'aube, il y a toujours moyen de consacrer les 4 premières heures de sa journée à l'écriture. Ce qui, en revanche, change totalement en vacances, c'est que je ne réponds plus à mon courrier. Donc il y a tout un passage ni aux interviews d'ailleurs. Donc ma vie est quand même très différente en vacances. Bien, mais je crois qu'il faut qu'on rende... Non, c'est ça ? Je me tourne vers... Il faut qu'on rende la salle, non ? Je crois, oui. Hélas. Mais je vais dédicacer et nous pourrons encore parler pendant la séance de dédicace. Vous retrouvez Amélie Nothomb juste après, donc il y a une séance de dédicace. Et puis sachez, vous le savez déjà, mais qu'il y a plein d'auteurs aussi tout près de la librairie qui sont là pour dédicacer et qui n'interviennent pas forcément sur cette scène ou sur les autres, mais qui en tout cas sont là pour discuter, échanger et signer également leurs livres. À commencer bien sûr par Amélie tout de suite à la sortie. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à Amélie Nothomb. Merci. Merci pour cette...